Salut mes samouraïs, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme d'habitude, un grand remerciement pour tous ceux qui me soutiennent, qui like, qui regardent les vidéos, qui partagent. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous présenter le premier wakizashi japonais que j'ai acheté au Japon. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Donc c'est une canne épée japonaise, comme vous pouvez le voir, qui ressemble à un bout de bois. Et dedans se cache un wakizashi. Voilà. Donc je vais vous faire un petit peu la présentation et plus tard dans la vidéo vous aurez des coupes pour vous montrer un petit peu comment je l'utilise. Pour ceux qui connaissent un petit peu Zatoichi, qui ont vu les séries ou le film par exemple, enfin les films il y en a plusieurs, c'est exactement plus ou moins le style d'épée qu'on pouvait retrouver. Donc c'est des armes dissimulées, donc qui sont aujourd'hui totalement interdites au Japon, mais qui l'étaient aussi à l'époque. Hein. Euh, Parce que ces armes-là étaient utilisées notamment par les assassins, ok, comme les ninjas. Parce qu'il faut savoir que les ninjas, ils n'étaient pas en noir avec une cagoule sur la tête à se balader. Ils étaient souvent déguisés ou par exemple en paysans. Donc ils avaient par exemple, ils pouvaient avoir sur eux un kama et ça passait. C'est-à-dire que les samouraïs ou la police de l'époque ne se posaient pas des questions en disant mais lui il a une arme sur lui, est-ce que c'est normal? Bah non en fait. Parce qu'il est paysan, donc c'est normal qu'il porte son kama pour aller travailler dans les champs. Pareil pour un homme qui serait peut-être aveugle, qui porte une canne. Ok. Ou par exemple, quelqu'un qui est déguisé en vieux, en une vieille personne, et qui aurait besoin d'une canne pour marcher. Et du coup, c'est ce qu'utilisaient notamment les assassins. Donc c'est une lame courte. Donc je vais vous montrer. Donc c'est une lame courte qui est parfait pour les assassinats. Parce que très rapide à sortir, à dégainer et à utiliser. Donc c'est une lame assez légère, contrairement à d'autres wakizashi qui eux vont être beaucoup plus lourds, vont être beaucoup plus épais. Comme là vous pouvez le voir, là on a une épaisseur assez légère, on est à 5 mm à partir du habaki. Ok. Donc là on est à 5 mm et à partir du kisaki on est à 3 mm. Donc on est vraiment là sur un wakizashi quand même assez léger, assez souple. Donc ce genre d'arme, on appelle ça un joto. Donc un joto qui veut dire jo canne et to épée. Donc joto, donc vraiment qui ressemble vraiment à une canne, qui n'a rien à voir avec un shirasaya que je pourrais vous montrer juste après, qui pourrait ressembler un petit peu à ça. Mais là on est vraiment sur une imitation vraiment de canne. Avec là vous avez un embout en fer, donc vraiment pour aller marcher, donc pour pas abîmer justement le bois. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir ici. Donc là vraiment ici on a un embout en fer pour vraiment protéger pour la marche. Donc vraiment pour que ça touche le sol. Alors je vais vous montrer. Alors vraiment ça sonne, c'est du métal comme vous pouvez l'entendre. Donc voilà, c'est du métal. Donc ça peut être parfait pour aller taper quelqu'un comme pour marcher. Et donc on est vraiment sur une imitation de bois avec vraiment toutes les imperfections, toutes les sciures. Là comme vous pouvez voir il y a même des creux. Ce qui est vraiment très impressionnant. C'est vraiment un truc qui m'a vraiment beaucoup impressionné. C'est vraiment là vous allez avoir euh, vraiment toutes les imperfections d'un bois vraiment naturel avec des creux. Comme là par exemple là sur la Tsuka, vraiment là comme vous pouvez le voir, c'est pas lisse, c'est pas droit. Donc c'est vraiment, ça ressemble vraiment à un bout de bois quoi. Donc voilà. Donc très beau saya, très belle Tsuka.
donc qui forment un bout de bois. Donc là ici il y a un bouton, comme vous pouvez le voir, et donc qui servait en fait à détacher la lame en fait. Quand vous appuyez là, il y avait un mécanisme, malheureusement aujourd'hui il est cassé. Mais en fait quand vous appuyez ici, vous allez, en fait il y avait un morceau de fer qui allait du Saga à l'Atsuka. Je vais vous montrer ça. Donc en fait ici, comme vous pouvez le voir, il y a une petite ouverture et le morceau de métal rentré est crocheté en fait. Donc même si quelqu'un en fait tirait sur l'Atsuka, il ne pouvait pas sortir la lame. Donc c'était une sécurité quand quelqu'un marchait par exemple. Comme ça, il n'y avait aucun danger, même s'il secouait le bâton, il n'y avait aucun danger que la lame sorte et donc qu'il soit dévoilé comme un assassin ou un ninja. Et donc il avait juste à appuyer ici. Donc à mon avis, ici ça devait être dissimulé ou peint. Mais à mon avis, en règle générale, il y avait toujours une main comme ça, vous voyez, pour cacher en fait. Parce que en fait là ici c'est facile. Là ici c'est doré comme vous pouvez le voir. Mais on peut totalement ici modifier pour que ça se voit beaucoup moins et que ça reprenne la même couleur que le bois. En mettant un coup de peinture par exemple. Et pareil pour le bouton de pression. Donc là comme vous pouvez le voir ici, si j'appuie vous allez peut-être voir que ça bouge un petit peu. Et donc il y avait un mécanisme ici qui faisait comme ça en fait. Hop, comme ça. Donc qui rentrait dans le sépa et qui allait avec un petit crochet. À mon avis, il y a quelqu'un qui a dû tirer dessus. Et du coup, ça a cassé le métal. J'aimerais bien justement pouvoir réparer ça. Bon, moi j'ai pas les outils pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc ce petit mécanisme est vraiment très intéressant. Et justement, et une sécurité justement quand on va aller marcher avec. Pour éviter de sortir la lame si on ne le veut pas. Et donc on peut juste, par exemple, si le mécanisme est en place, s'en servir comme bâton. Et pouvoir taper quelqu'un ou comme pour marcher, etc. sans peur d'être découvert. Alors, il faut savoir que cette lame-là est extrêmement vieille. Donc, cette lame-là a minimum 420 ans. Minimum. Alors, on n'a pas la date exacte, mais de ce que j'ai compris, j'ai parlé à plusieurs personnes vraiment qui sont expertes dans les lames japonaises, et notamment un moine bouddhiste qui m'a assuré que cette lame-là avait plus de 420 ans, donc était au moins de la période Muromachi ou de la période Azuchi Momoyama. Donc voilà, c'est pour que vous vous situez un petit peu dans la période. Donc c'est vraiment un wakizashi qui est vraiment très très vieux. Alors comme vous pouvez le voir, le hamon est un petit peu... donc le hamon a plus ou moins disparu, même si on le voit un petit peu, notamment au début de la lame. Si vous regardez bien, à partir d'ici, vous allez voir vraiment la clarté du hamon qui va ressortir. J'espère qu'on va le voir avec la lumière. Et je vous montre l'autre côté. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un peu de... Par exemple ici, c'est un petit peu corrodé. Mais clairement, pour l'âge de la lame, donc qui a plus de 420 ans, c'est clairement juste magnifique. Donc ça veut dire qu'elle a vraiment été entretenue, que les personnes qui en étaient possesseurs en ont pris soin. Donc voilà, une très belle lame. Donc là, vous avez une lame à partir du habaki qui fait 58 cm,8. Donc c'est une lame quand même assez longue pour un wakizashi. En sachant qu'un wakizashi, c'est à partir de plus de 30 cm jusqu'à moins de 60. Donc les wakizashi de plus de 50 cm, en règle générale, sont très rares. Parce qu'ils étaient utilisés notamment à l'intérieur. Et à l'intérieur, on a besoin d'une lame, en règle générale, beaucoup plus courte, pour justement éviter d'aller taper les murs, les portes, etc., le plafond. Donc
on a besoin d'une lame vraiment très courte pour aller au combat très rapproché. Donc en règle générale, c'était de 30 cm. Et la moyenne, on va dire, en règle générale, c'est dans les 45, 46, 47 cm. Pour un wakizashi, on va dire classique. Voilà. Et les lames comme ça, un peu plus longues, elles sont quand même très rares. On peut en trouver au Japon, mais c'est vraiment... euh, c'est pas la norme. Voilà. Donc le Meguki, comme vous pouvez le voir ici, il est en acier. Ce qui est la première fois que je vois ça. Donc c'est un Meguki en acier. Donc justement pour éviter de casser. Donc là c'est vraiment une preuve d'une bonne sécurité. Là ici au niveau de l'Atsuka, c'est du solide, hein, clairement. C'est vraiment très solide. Et vous avez une possibilité bien sûr vu la longueur de pouvoir aller frapper à deux mains. De faire vraiment du coup des coupes vraiment puissantes. J'aimerais vous parler juste d'une chose extrêmement importante pour les fans comme ça de katana et de wakizashi japonais ou d'armes japonaises en règle générale. Mais c'est particulièrement pour mon domaine, donc les katanas et les wakizashi et les tanto. Mais quand vous achetez un katana, okay, au Japon, vous devez absolument avoir ceci. Donc ceci, c'est le certificat. Donc le certificat va avec l'arme, c'est obligatoire. Donc ceci est la preuve que vous êtes le possesseur de l'arme. Donc au Japon, c'est un certificat pour les armes blanches et les pistolets, enfin les fusils, les armes à feu en règle générale. Donc, donc ce certificat prouve que vous êtes le propriétaire et que l'arme est bien une arme japonaise. Parce que si vous n'avez pas ce certificat, je vous donne un exemple pour les étrangers par exemple, vous ne pourrez pas sortir du Japon avec votre arme. C'est-à-dire que quand vous allez arriver à la douane avec votre arme, bah, les douaniers ils vont vous demander le certificat pour prouver que l'arme vient bien du Japon. Parce qu'au Japon, les katanas et les wakizashi, ce sont que des katanas et des wakizashi japonais. Il n'y a pas de katana chinois, etc. Donc, c'est pour ça que si vous achetez un katana, par exemple sur Internet, parce que je vois beaucoup de boutiques, je vois beaucoup de gens sur notamment TikTok qui ont des comptes et qui vous font la promotion de soi-disant, je dis bien soi-disant katana japonais, ils vous mentent. Ils vous mentent clairement. Ok? Parce que même si vous allez avoir un certificat, il ne ressemblera pas à ça. Okay. Ils vont faire ça comme un parchemin ou un papier lambda avec une signature, avec l'acier, etc. Ça n'existe pas au Japon. Déjà d'une, l'acier. Les forgerons de l'époque ne pouvaient pas savoir l'enrichissement en carbone en fait. Le taux de carbone dans la lame. Donc ils ne pouvaient pas mettre, donc là vous avez une lame de 10,65 ou de 10,75 ou de 10,95, etc., etc. Parce qu'ils ne pouvaient pas savoir précisément le taux de la lame en carbone. Donc déjà ça c'est le premier point sur la différence entre les certificats par exemple chinois ou américains ou les certificats japonais. Donc les informations ici que vous allez retrouver, c'est notamment la longueur de la lame, la courbure de la lame. Donc ah oui, vous allez avoir notamment sur la lame le nombre de meguki. Donc là le meguki vous en avez un, mais vous pouvez totalement avoir des wakizashi des fois avec deux meguki. En sachant que en règle générale, 2 meguki c'est sur un katana. Voilà, en règle générale sur le certificat, donc vous allez retrouver la longueur, s'il y a un ou deux meguki, et surtout s'il y a une signature sur la lame. Là qui n'est pas le cas. Donc là sur ce wakizashi là, il n'y a pas de signature. Donc là vous allez me demander, mais Sidou-sama, pourquoi il n'y a pas de signature? Donc je vais vous montrer ça juste après sur le Nagato. Il faut savoir que les forgerons à l'époque, en règle générale, ils forgeaient 2 exemplaires d'une lame. Pourquoi? Parce qu'ils forgeaient 2 lames
Et en règle générale, le client allait choisir une des deux lames, ok, et l'autre allait être offert au temple. Ok. Donc, la lame que choisissait le client allait être signée par le forgeron. Et donc, l'autre lame allait être offerte au dieu dans un temple shinto ou bouddhiste. Et il faut savoir que la signature, en règle générale, au Japon, s'il y a une signature, la valeur va augmenter. Donc, ça peut être intéressant pour les étrangers d'aller acheter des armes, surtout si on n'a pas des moyens, comme moi, qu'on est pauvre, d'aller acheter des lames sans signature. Et comme je vous l'ai dit, sans signature ne veut pas dire de mauvaise qualité. Okay. C'est juste que de base, elle a été offerte à un temple comme une offrande au dieu. Donc je vais vous montrer comment je la démonte. Moi j'utilise un simple stylo. Donc vous moquez pas, ça marche très bien. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voici le megouti. Ok. Donc pour ceux qui connaissent, c'est simple. Hein. Vous retournez la lame comme ceci. Et là, je vais juste prendre mon stylo. Hop, et je vais appuyer comme ça. Et ouais. Et voilà. Tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir, hein, ce megouti là est bien en acier. Bon, un peu en mauvais état, je pourrais passer un petit coup de papier de verre pour le rendre un peu plus brillant, mais j'aime bien un peu ce côté un peu rustique. Donc voilà. Donc c'est vraiment très rare hein, d'avoir des megouti comme ça en acier. Mais du coup, c'est très bien pour avoir une très bonne sécurité. Donc là, je voudrais juste revenir avant de détacher l'Atsuka. Regardez un petit peu ce habaki. Vraiment très très beau. J'ai rarement vu un habaki aussi beau comme ça. Avec des triangles. Comme des pyramides. Je vous montre de l'autre côté. Donc très simple. Très épuré comme habaki, mais vraiment très beau. Donc voilà. Alors il est un petit peu en mauvais état. Notamment ici où il s'est un peu fendu. Vous voyez, il y a un petit jeu. Donc c'est pas très grave. Hein. C'est juste que ça va faire un peu de bruit. Parce qu'il faut savoir que le habaki, en fait, il sert surtout à rentrer, à bloquer la lame dans le saya. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, hop. Et c'est à partir du habaki que là, hop. Là déjà, on a une résistance. Parce que c'est ça qui va vraiment bloquer dans le bois. Vous voyez. Donc voilà. Donc je vous montre le nagato. Hop. Donc voici le nagato. Je vais vous enlever aussi le habaki pour que vous voyez vraiment la lame entière. Donc voici un nagato. Vraiment typique. Hein. Très court en règle générale. Donc je vous montre de l'autre côté. Sans me couper. Hop. Voilà. Donc clairement qui est noirci. C'est totalement normal parce que les forgerons ils ne vont pas nettoyer. Ils vont pas polir si vous voulez le nagato. Ils vont le laisser souvent avec la couche d'oxydation, on va dire, du métal. Et souvent, cette couche d'oxydation va protéger quand même pas mal de la rouille. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de rouille. Mais c'est vraiment très, 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 très léger pour une arme de cet âge-là. Hein. Donc voilà, vous avez un nagato vraiment en très, très bon état. Donc ça, c'est vraiment très important. Quand vous allez acheter un katana ou un wakizashi, il faut absolument demander au vendeur de pouvoir voir le nagato. Donc pour vérifier qu'il n'y a pas de fissure. Parce que là, du coup, si vous allez utiliser une arme intensivement, il y a beaucoup de force ici qui va s'exercer au niveau du nagato. Donc si ça casse, vous pouvez blesser quelqu'un ou vous blesser vous-même. Parce que là, vous allez avoir toute la partie supérieure de la lame qui va partir. Donc voilà, c'est vraiment très très important donc de toujours demander, que ce soit sur internet ou en direct, de demander à voir le nagato. Vous voyez le bruit que ça fait? Ça doit résonner légèrement.
J'espère que vous entendez. Vous voyez, s'il y a ce bruit-là, c'est-à-dire que c'est bon. Si ça sonne creux, c'est-à-dire qu'il y a une fissure et que clairement l'arme elle va pas pouvoir être utilisée en combat pour faire de la coupe, etc. Donc clairement, si le Nagato n'est pas en bon état, c'est-à-dire que l'arme n'est pas en état d'être utilisée et qu'en fait votre arme sera juste bonne pour être exposée, donc comme une œuvre d'art. Après, c'est une lame, comment je pourrais dire ça? C'est une lame très flexible quand même. Comme vous pouvez le voir, là j'utilise très peu de force, hein. Mais comme vous pouvez le voir, déjà ça flexe pas mal. Alors c'est pas une lame qui va être utilisée pour des grosses coupes. Donc il faut savoir qu'un wakizashi de base n'a pas été créé pour des grosses coupes. Surtout une lame de cette épaisseur. Ok. Donc ce genre d'arme, avant tout, est fait pour des coupes légères, mais avant tout pour aller percer. Ok. Donc pour des estocs. Parce que souvent les estocs vont être les plus efficaces. Surtout en combat rapproché. Ok. Parce que justement on n'a pas beaucoup d'espace, donc on ne peut pas aller faire des grosses coupes latérales, même verticales comme ceci. Donc les stocks. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace, donc hop, comme ça, tu vois, vous voyez. On va aller chercher vraiment à aller percer l'adversaire, mais on peut totalement aller trancher, hein. Mais pour aller faire des coupes, on va dire plus précises, plus chirurgicales. Donc en fait, il faut bien comprendre que souvent dans les films, on montre les katanas comme les wakizashi, enfin en tout cas les armes japonaises qui tranchent un être humain en deux, etc. Mais on n'a pas besoin de ça en fait pour tuer quelqu'un. Et en fait, le but d'un combat n'était pas forcément de tuer son adversaire, notamment dans les duels. Quand on voit des duels dans des films et tout, souvent c'est jusqu'à la mort. Alors que dans la réalité, l'adversaire, une fois en incapacité de se battre, c'est-à-dire lui avoir tranché la main avec laquelle il utilisait son wakizashi ou son katana, donc la droite, parce que au Japon, les utilisateurs du katana et du wakizashi s'entraînent de la droite, même si tu es gaucher. Ce qui n'est pas mon cas, moi je suis gaucher, donc vu que je ne suis pas japonais, je me permets de travailler de ma gauche parce que c'est mon bras fort. Mais clairement, vous n'étiez pas obligé d'aller jusqu'à la mort en fait. Parce qu'en fait, au Japon, avec la culture qu'ils avaient en fait de l'échec, qui fait qu'en règle générale, ou soit la personne pouvait être bannie du clan, voire elle allait se suicider en faisant un seppuku parce que à déshonorer le nom du clan ou de sa famille. La défaite au Japon voulait dire la mort en fait, de toute façon. Que ce soit par les mains de son adversaire ou par ses mains à lui, voire quelqu'un de son clan qui allait l'exécuter parce qu'il n'avait pas réussi dans sa tâche. Donc une très 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 belle lame, très rapide. Donc vous allez voir un petit peu plus tard, je vais vous mettre des images de moi qui utilise ce wakizashi Zatoichi. Alors surtout une chose, quand vous allez utiliser vos mains comme ceci pour manier une arme, en règle générale, vous allez l'huiler légèrement. Il ne faut pas beaucoup d'huile, juste une légère couche pour éviter, parce qu'avec les mains, on a de l'humidité, on a du gras, etc. Et ça peut créer de l'oxydation sur la lame. Donc il faut faire très attention à ça pour éviter que la lame se détériore. Donc surtout quand vous allez manipuler une lame en acier carbone, n'oubliez jamais de la l'huiler. Ok. Maintenant je vais vous montrer comment la l'huiler. Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup parce que j'ai vu pas mal de vidéos où les gens vraiment aspergent la lame. C'est beaucoup trop d'huile et c'est du gâchis, ça sert à rien en fait. Donc là, par exemple, nous avons de l'huile de lin. Donc l'huile de lin est une des meilleures huiles pour protéger les lames en carbone, hein. Donc là, je vais prendre un chiffon, ok, en 100% coton. Donc vraiment, c'est les meilleurs chiffons pour prendre soin de la lame. Ça va éviter de faire des rayures ou d'abîmer la lame, ok. Donc vraiment, les chiffons en coton comme ceci, pur coton, ok.
Donc vous prenez ça, vous allez prendre votre bouteille comme ça, hop, vous faites un point, ok? Ça sert à rien de faire plus, ok? Vous prenez juste un point comme ça. Vous voyez, ça va se disperser un peu dans le coton. Donc voilà, juste un rond comme ceci. Vous allez prendre votre lame et vous allez la passer. Donc vous prenez le rond comme ça, hop, et vous allez faire ça. Là, vous allez tourner un petit peu. Voilà. Voilà. Maintenant, on va prendre au niveau du nagato. Je passe un petit coup. Surtout le nagato, parce que le nagato, vu qu'on le sort, on va le voir moins souvent. Du coup, c'est vraiment important. Vous voyez? Donc là, c'est un peu de rouille hein, qui s'enlève en fait avec l'huile. Donc c'est vraiment important de prendre soin du nagato. Donc quand vous avez huilé bien le nagato comme je viens de le faire, vous voyez, hop, on touche plus le nagato. C'est-à-dire que maintenant directement, on va reprendre le habaki, voilà, et on va le remettre. Hop, comme ceci. Maintenant on prend l'atsuka. Hop, voilà. Et maintenant, on peut remettre le meguki. Alors le meguki, des fois ça peut être compliqué à remettre, surtout si on ne connaît pas bien son art. Mais il faut savoir qu'en règle générale, les meguki vont être tordus. Ils ne sont pas droits. Donc voilà, comme vous pouvez voir là, le meguki, en règle générale, ils ne sont pas droits. Donc ils vont être généralement tordus pour suivre les deux trous entre la lame. Ok? Donc voilà, quand on ne connaît pas, en règle générale, on va regarder son arme. On va regarder la tsuka comme ça. Donc on va essayer de voir en fait l'alignement. Et du coup, si ça va un petit peu vers le bas ou vers le haut par exemple. Donc voilà, là je vais l'insérer. Donc je vous montre. Hop. Hop. Et voilà. Donc là c'est rentré, mais il faut quand même remettre un coup de pression. Il y en a, ils vont utiliser un petit marteau, etc. Moi, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je vais aller utiliser mon petit stylo, comme ceci. Donc, hop, je vais prendre comme ça. Là, j'espère que vous voyez bien. Donc, je reprends juste mon petit stylo. Hop, et je remets un coup de pression comme ça. Ok? Donc, il va avoir un léger mouvement. Hop, et là, au moins, on est sûr que ça ne bouge pas. Et du coup, que la lame reste stable et en toute sécurité. Donc, vous inquiétez pas quand ça fait ce bruit-là, là. C'est le habaki, hein, qui lui a du jeu. Voilà. Donc voilà clairement une arme très efficace, mais qui peut être très très dangereuse. C'est pas une lame à mettre entre toutes les mains, clairement, parce que là du coup vous n'avez pas de sécurité. Vous n'avez pas de tsuba qui vous permet en fait de arriver, hop, et ça va vous bloquer la main. Parce que là si vous faites une erreur, vous risquez de glisser et d'aller vous couper les doigts. Ok. Pareil, si vous pratiquez le yaijutsu comme moi, donc qui est l'art de dégainer et de couper en même temps, bah, si vous prenez trop court la lame, là je vous montre par exemple, voilà ce qui va se passer. Donc je vais me trancher minimum un doigt. Ok? Donc c'est clairement pas une lame qu'on va mettre entre toutes les mains. C'est une lame qui va être utilisée notamment par des gens qui sont très très entraînés, voire experts dans les yaijutsu, pour éviter justement de se blesser. Donc voilà, je vais vous montrer la différence entre vraiment
une canne épée, donc vraiment sans sécurité, comme vous pouvez le voir, et un wakizashi classique. Et donc voici la différence entre les deux, hein, comme vous pouvez le voir. Okay. Donc là c'est le classique, hein, vraiment. Donc voilà, là qui va vous permettre vraiment d'aller dégainer en toute sécurité, parce que là la tsuba elle va bloquer votre main. Et souvent on ne va pas regarder en fait. Vous voyez, quand moi j'utilise, je ne vais pas aller regarder ici pour savoir où je mets ma main en fait. Parce qu'au bout d'un moment, à force de s'entraîner, il faut savoir que les arts martiaux, le secret de maîtriser, on va dire de devenir maître dans un mouvement, bah, c'est la répétition, la répétition, la répétition et la répétition. Et au bout d'un moment, on ne regarde plus en fait. On ne va plus regarder les mains, ce qu'elles font. On va regarder devant soi, on va regarder la cible ou l'adversaire. Et du coup, vous voyez, la main, elle est automatiquement en sécurité grâce à la tsuba. Vous voyez? Ce qui permet aux gens qui vont commencer à s'entraîner à avoir cette sécurité, d'être sûr de ne pas se blesser. Maintenant, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, les yaito, c'est vraiment indispensable pour ceux qui s'entraînent de manière intensive. Pas juste on va dire en dilettante, mais vraiment qui sont passionnés par les arts du sabre. Les yaito vont vraiment être l'outil indispensable pour justement acquérir tous ces automatismes, toute cette sécurité pour soi-même, pour éviter d'aller se blesser. Parce que le but, c'est pas de se blesser. Donc voici la différence vraiment entre un wakizashi classique avec une construction classique, c'est-à-dire un saya, comme vous le pouvez le voir là, vraiment classique, avec la sageo, le kojiri, etc. Et une lame vraiment faite, du coup là, pour passer inaperçu et se cacher dans la population en étant armé, ce qui était totalement illégal à l'époque Muromachi comme à l'époque d'Edo, d'avoir des lames dissimulées dans des cannes, où ça pouvait être dans des instruments de musique, dans plein de choses en fait. Hein. Tout était possible pour cacher une lame à l'époque, hein, avec un petit peu d'ingéniosité. Mais clairement, voilà ce qui était possible de faire à l'époque. Donc d'avoir des lames vraiment, au premier coup d'œil, personne ne peut suspecter clairement avoir une arme. Vous voyez? Donc voilà, clairement à l'époque comme aujourd'hui, se balader avec ça par exemple dans la rue, bon, ce qui est totalement illégal, il ne faut surtout pas le faire, hein, sinon vous allez directement en prison. Surtout au Japon, ils ne vont pas rigoler avec vous. Donc caché dans la canne, vous avez ceci. Une lame de 50 cm. Clairement, c'est pas pour faire de la cuisine ou pour couper du pain. Mais clairement, voilà, ce sont vraiment des lames, des constructions, en fait, si vous voulez, des constructions qui ont vraiment été faites pour la dissimuler. Ça peut être pour la défense, c'est possible aussi. Hein. Ça peut être la défense comme l'attaque, mais dans les deux cas, quand on cache une lame, en général, c'est quand même mauvais signe. C'est qu'on veut se cacher de quelqu'un ou de quelque chose pour aller à un endroit ou à un autre sans se faire repérer, sans avoir de problème. Parce que comme je vous l'ai sûrement déjà dit, mais à l'époque, tout le monde ne pouvait pas posséder une lame. Ok? Donc les wakizashi et les katanas étaient réservés aux soldats, aux samouraïs, aux gens qui avaient un permis. Les seuls civils qui étaient capables de pouvoir posséder une lame étaient avant tout les gens qui étaient très très riches ou les commerçants pour se protéger. Mais en général, c'était des gens qui avaient beaucoup d'argent. Parce que pour avoir une lame comme ceci à l'époque, il fallait avoir les moyens. Parce que ça coûtait très très cher. Extrêmement cher de pouvoir posséder une lame comme ça. Alors dans une construction comme ça, encore plus. Parce qu'il faut la personne capable de pouvoir fabriquer un saga, une tsuka qui ressemble vraiment à un bout de bois. Parce que c'est beaucoup plus facile de fabriquer ce saga-là que fabriquer ça. Clairement. Donc voilà. Mais tout de suite, je vous laisse avec les coupes, avec mon wakizashi.
なかなか。よいしょ。ごめん、声が入った。Je coupe.以上。左？
Et voilà mes samouraïs, j'espère que les vidéos de coupe vous ont plu. Il y en a beaucoup qui attendaient ça depuis longtemps, que je puisse couper du bambou. Alors, comme je vous l'ai montré, la lame ne permet pas d'aller couper vraiment des énormes bambous, comme vous aurez pu le voir en fonction aussi de l'épaisseur de la lame, parce que l'épaisseur de la lame joue beaucoup. Le poids aussi va jouer beaucoup sur de la coupe de bambou. Donc voilà, couper du petit bambou avec ce modèle-ci, il n'y a aucun problème. Donc voilà mes samouraïs, j'espère que la présentation de mon premier wakizashi japonais de plus de 450 ans vous a plu. Et pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.